Nous passons maintenant à la dernière communication faite par Michel Prudhomme de Nîmes sur le sujet suivant: prévention des éventrations péristomiales avec ou sans prothèse, une étude randomisée multicentrique en double aveugle. Tout d'abord, merci. Je souhaitais remercier la SFCD de m'avoir proposé de vous présenter cette étude, et puis surtout très honoré de revenir à l'Académie, puisqu'il y a un an à peu près, j'étais venu vous parler du traitement des éventrations péristomiales. Et là, je vais vous présenter une étude que nous avons menée avec le groupe Grécart, qui est une étude sur la prévention des éventrations péristomiales, avec ou sans prothèse. C'était la question à laquelle on voulait répondre. Et nous avons mené donc une étude randomisée, multicentrique et en double aveugle avec tous ces centres donc, du groupe Grécart. Alors, je n'ai aucun lien d'intérêt pour cette étude, du moins, puisque le financement a été fait par un PHRC national. Alors, les éventrations péristomiales, c'est une complication très fréquente, puisque si on regarde l'évolution au bout de 2 ans environ, on a près de 50% des patients, si on les examine correctement, qui vont présenter une éventration péristomiale. C'est la première plainte des patients stomisés. Elle est responsable d'une difficulté d'appareillage qui va entraîner des fuites, des brûlures, des douleurs. Elle compromet bien sûr l'irrigation colique et donc elle altère la qualité de vie. Il y a un risque majeur d'occlusion, de strangulation, comme vous pouvez le voir sur ce cliché de scanner où on voit une occlusion sur une éventration étranglée. Relativement rare, mais ça existe. Alors, le traitement des éventrations péristomiales, eh bien, j'étais effectivement venu vous en parler et j'avais insisté sur le fait qu'il y a de multiples techniques. Vous les voyez défiler. Il y a été décrit de nombreux abords, de nombreuses techniques, la mise en place de prothèses, des voies d'abord par laparoscopie, c'est ce qu'on retient actuellement, mais il n'y a aucune étude comparative entre ces techniques et surtout, on assiste souvent à des difficultés péropératoires du fait d'adhérence due à la précédente intervention. Il y a une morbidité post-opératoire et des récidives assez conséquentes après un traitement des éventrations péristomiales. Et donc, la question la plus logique, quand on a environ 50% de risque d'avoir un événement et quand cet événement est compliqué à traiter, c'est de le prévenir. Et donc, tout l'intérêt de la prévention des éventrations péristomiales. Alors, j'ai eu la chance de participer aux recommandations européennes en juin 2016 sur l'élaboration de ces recommandations. Et à la question qui nous avait été posée, est-ce qu'il existe une technique autre que la mise en place d'une prothèse pour diminuer le risque d'éventration péristomiale? Eh bien, en regardant toute la littérature qui a été décrite, latérorectale, transrectale, sous-péritonéale, transpéritonéale, à l'époque comme maintenant, il n'y a aucune possibilité, du moins aucune technique autre que la mise en place de prothèses qui diminue le taux d'éventration péristomiale. D'où les recommandations que nous avions menées, qui étaient de mettre en place une prothèse synthétique non résorbable, donc autour de la stomie, quand on réalise la stomie, pour diminuer ce taux d'éventration péristomiale. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur une dizaine d'études randomisées. Là, vous avez la dernière ou l'avant-dernière méta-analyse de toutes ces études randomisées qui portaient sur plus de 700 patients, avec une évaluation clinique et ou radiologique qu'à 1 an. Et vous voyez qu'à 1 an, on a un pourcentage d'éventration péristomiale nettement diminué, 22 versus 41% dans un groupe sans prothèse. 41% à 1 an sans prothèse, vous voyez que c'est quand même très conséquent. Les auteurs concluaient tout de même de cette méta-analyse qu'il y avait une grande hétérogénéité dans les études et enfin qu'il y avait un grade faible de qualité dans ces études. Ils recommandaient donc une nouvelle étude randomisée avec un plus grand effectif et un suivi à long terme, au moins de 2 ans, avec également des informations sur la qualité de vie. Ça tombait bien puisque nous étions en train de mener ce fameux essai Grécart 7, dont je vais vous présenter maintenant la méthodologie et les résultats. Alors effectivement, ça vient d'être publié dans Annals of Surgery. C'est la mise en place de prothèses chez 200 patients, un groupe contrôle qui aura une colostomie standard, terminale bien sûr, et un groupe avec la mise en place d'une prothèse rétromusculaire
en monofilament de faible grammage. On a utilisé dans cette étude essentiellement du polyester. C'était des chirurgiens colorectaux, pas des chirurgiens pariétaux, en double aveugle, avec un examen clinique qui était réalisé soit par une infirmière stomathérapeute, soit par un autre chirurgien que celui qui avait mis en place la prothèse. On a réalisé soit un scanner, le plus souvent un scanner, soit une IRM à 2 ans, pour avoir également une évaluation radiologique de ces éventrations péristomiales. Donc voilà la mise en place de la prothèse après une dissection transstomiale, si je puis dire, rétromusculaire, la mise en place de la prothèse en bleu, et on va réaliser une incision en croix, donc au sein cruciforme, au sein de l'aponévrose du muscle, au sein de la prothèse, afin de faire passer la stomie, comme vous le voyez, à travers la prothèse, le muscle, et bien sûr, après, l'amarrer à la peau, comme on le fait habituellement. Donc, une prothèse rétromusculaire en 2D, perforée en son centre par une incision en croix, une prothèse qui fait 10 sur 10. Voyons d'abord les critères secondaires. Les critères secondaires, pas plus de complications de stomie autour de la prothèse. Là, vous voyez toutes les complications, y compris les complications cutanées. C'est pour ça qu'il y a autant de complications. Pas plus d'abcès quand on met une prothèse, pas plus de sténose quand on met une prothèse, pas plus de réintervention quand on met une prothèse et pas plus de difficultés pour s'appareiller quand on met une prothèse. Donc là, de ce côté-là, ça ne change rien. Voyons maintenant les résultats sur le critère principal, évidemment, qui est le taux d'éventration péristomiale avec ou sans prothèse. Et là, déception, exactement le même taux d'éventration péristomiale à 2 ans. C'est une des rares études à 2 ans, avec un taux évidemment strictement comparable, y compris dans le délai d'apparition de l'éventration péristomiale. Alors, quand on regarde un peu les résultats, vous voyez que certes, c'est des éventrations qui sont le plus souvent asymptomatiques, que quand on regarde les critères radiologiques, il y a peut-être un peu moins d'éventration péristomiale quand on met une prothèse, mais ce n'est pas significatif. Et il y a un même taux de réopération avec prothèse ou sans prothèse. Ce n'est pas significatif, même sur ces données un peu juste numériques, on peut se demander s'il n'y a pas moins de reprises chirurgicales pour traitement quand on a une prothèse. Alors, la discussion de cette étude, pas de différence sur le taux d'éventration, on était assez surpris. Ça vient certainement d'une méthodologie robuste avec un double aveugle, donc il n'est pas question là de se juger nous-mêmes nos résultats et d'être ainsi un peu moins objectif que la double aveugle. C'est une étude bien sûr multicentrique, réalisée par des chirurgiens colorectaux. Le taux d'éventration dans le bras contrôle, rappelez-vous, dans la méta-analyse, il était de 41% à 1 an. Et nous, on a un taux d'éventration péristomiale dans le groupe contrôle qui est faible, qui ne serait entre guillemets que de 28%, et donc qui peut expliquer que le delta entre le groupe témoin et le groupe traité soit pas significatif. C'est une hypothèse, mais c'est peut-être tout simplement que ce n'est pas efficace. Enfin, on a un diagnostic clinique d'éventration péristomiale, on peut en rediscuter, qui est assez large, puisque pour nous, ça correspond à une éventration péristomiale à la perception qu'a le patient, c'est-à-dire toute voussure autour de la stomie. Ce sont du reste la définition clinique retenue dans la plupart des études qui s'intéressent aux éventrations péristomiales. Alors, est-ce que c'est la seule étude qui a montré des résultats décevants à long terme? Eh bien là, vous avez une autre étude dans Annals of Surgery qui est parue en 2019 qui montre étonnamment des résultats quasi similaires, comparables aux nôtres, c'est-à-dire pas de différence dans un groupe avec prothèse ou un groupe sans prothèse pour une évaluation clinique de l'éventration péristomiale ou pour l'évaluation radiologique d'une éventration péristomiale. Et là, vous voyez qu'il n'y avait qu'un suivi à 1 an. Une autre étude, une deuxième étude qui a été publiée aussi l'année dernière, qui montre un suivi à long terme avec beaucoup de pertes de vue. Près de 50% des patients ont une perte de vue. Ici, c'est la mise en place d'une prothèse qui n'est pas rétromusculaire, mais intrapéritonéale. Et dans ce cas, vous voyez qu'il y a le même taux d'éventration clinique ou radiologique, même si on peut discuter l'importance du nombre de pertes de vue. Et par contre, là aussi, beaucoup moins de réintervention dans le groupe
avec prothèse par rapport au groupe sans prothèse, avec là une différence qui est significative entre ces deux groupes. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est dû à un défaut technique de la mise en place de ces prothèses? Effectivement, nous étions pour la plupart des chirurgiens colorectaux et que colorectaux, pas des chirurgiens de la paroi. Le design de la prothèse, est-ce qu'il était vraiment adapté, puisque je vous l'ai dit, c'est une prothèse en 2D qu'on utilise pour des hernies ou pour des éventrations. Est-ce qu'il est vraiment adapté à un trajet en chicane, comme on le voit, d'une colostomie? Est-ce que le fait d'avoir découpé la prothèse en son centre n'entraîne pas une augmentation du diamètre de cet orifice et de ce que les Anglais appellent un shrinkage, c'est-à-dire qu'avec le temps, cet orifice cruciforme va s'ouvrir, s'écarter et favoriser l'éventration péristomiale? Est-ce que c'est la position de la prothèse qui n'est pas bonne, hein? Il y a tout un débat sur rétromusculaire versus intrapéritonéal, mais il nous semble que la prothèse intrapéritonéale n'est pas si simple à mettre en place, que mettre une prothèse intrapéritonéale pour une prévention d'un événement, ça peut quand même être embêtant, surtout pour le patient, puisque vous le savez que ces prothèses intrapéritonéales peuvent être responsables d'adhérence viscérale, d'occlusion ou d'intrusion des prothèses à l'intérieur de l'intestin. Vous avez une magnifique photo des résultats d'une mise en place d'une prothèse intrapéritonéale. Cette prothèse, du reste, c'était l'ancien modèle qu'on mettait pour les cures d'éventration, qui s'est déchiré en son centre et avec toutes les adhérences, toutes les difficultés qu'il y avait autour de cette prothèse. Alors, est-ce que ça remet en cause la mise en place d'une prothèse préventive? Eh bien, en 2021, on peut le dire, et nous avons fait une méta-analyse qui va bientôt et qui a été acceptée dans la Surgery, qui est en ligne, qui montre effectivement que si on regarde cette fois-ci avec la 11e étude qui est GRECAR7, eh bien, nous avons cette fois-ci pas d'intérêt, pas de différence, pas d'avantage à mettre une prothèse dans la cure des éventrations péristomiales. Donc, en 2021, on peut dire qu'actuellement, avec le type de prothèse dont nous disposons, il n'y a pas d'intérêt à mettre des prothèses, au moins en voie rétromusculaire. Donc, la dernière diapositive, c'est celle qu'il faut retenir, c'est la fréquence, malgré tout, qui persiste de ces éventrations péristomiales. On n'a pas réglé le problème. Ces éventrations, encore une fois, quand on étudie les patients stomisés, quand on les interroge, ils ont une qualité de vie qui est grandement altérée de fait de ces éventrations péristomiales. La chirurgie de l'éventration, elle est complexe, avec une morbidité élevée. La prothèse et la prévention, eh bien, l'efficacité, je vous l'ai montré avec cette méta-analyse, elle n'est pas encore démontrée. Elle n'est pas démontrée actuellement. Il y a certes un faible risque infectieux, très peu de complications, pas de retrait de prothèse, du moins dans GRECAR7, dû à un problème infectieux. On peut utiliser du synthétique et ça nécessite évidemment encore de la recherche, du développement, certainement avec des prothèses 3D, avec des positionnements différents de prothèses pour traiter enfin le problème des éventrations péristomiales. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Michel Prudhomme. Cette communication est très intéressante. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à poser? Jean-Luc Bouillot. Oui, je félicite Prudhomme d'avoir mené cette étude qui va contre une idée que tout le monde a, c'est mettons des prothèses et on n'aura plus d'éventration. On rejoint un peu le traitement curatif des éventrations. Il y a qu'à mettre une prothèse, il n'y aura plus d'éventration. Et en fait, je pense comme ça, le problème, il est technique en fait, il n'est pas dans le concept. Le concept, il doit être bon. C'est la mise en pratique du concept qui, à mon avis, fait défaut. Et donc, j'aurais bien aimé savoir si vous aviez réopéré des patients qui avaient une prothèse et qui avaient une récidive. Où est-ce que se situait la récidive? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était à travers l'orifice fait dans la prothèse ou est-ce qu'elle était à côté de la prothèse? Car à mon sens, le défaut de cette technique est que la prothèse est trop petite ou pas fixée. Et comme on dit que dans les cures d'éventration, il faut toujours dépasser de 5 cm la taille, l'orifice au-delà. Et je pense que quand on limite la prothèse au site rétromusculaire à l'intérieur du muscle grand droit, on a une taille de prothèse qui est trop petite. Et en fait, il faut élargir le lit de la prothèse en ouvrant la ligne blanche externe et en mettant une prothèse, à mon sens, beaucoup plus grande. C'est ce que avec mon maître Alexandre, on faisait on continue à faire d'ailleurs, dans les cures d'éventration péristomiale,
Qu'est-ce que tu en penses? Jean-Luc, merci pour tes commentaires. On s'est souvent interloqués, ou du moins on s'est beaucoup expliqué lors des congrès ensemble. Je me souviens d'un face-à-face, justement, où on avait discuté de ce sujet. Moi, je pense que tu as raison. Je pense que d'abord, la taille est peut-être pas suffisante. Alors, on partait d'une taille théorique de 10 cm, sachant que la colostomie fait à peu près 2,5 cm, et on se disait l'overlap de part et d'autre devrait suffire. Je pense que c'est peut-être pas suffisant. La fixation, je ne suis pas sûr que c'est un point important. Il y a beaucoup d'autres études qui ne fixent pas la prothèse. Et le fait de mettre le côlon au milieu de la prothèse, globalement, si on arrive à bien positionner la prothèse, le fait de mettre le côlon à travers la prothèse par elle-même, elle est stable, elle est fixée, la pression abdominale va la plaquer dans l'abdomen. Et enfin, je pense que c'est vraiment l'incision acier-foam, parce que pour avoir repris 2 patients comme ça, après mise en place d'une prothèse, c'était, alors bien sûr c'est 2 patients, c'était au niveau de l'orifice qu'il y avait la récidive. Et l'intervention, je n'ai pas enlevé la prothèse, j'ai fermé l'orifice avec des points non résorbables, pour dire que c'est vraiment un problème, je pense, de faire un trou dans une prothèse. Dès qu'on fait un trou dans une prothèse, eh bien avec le temps, on n'a plus la même configuration qu'initialement. Oui, c'est vraiment un problème technique extrêmement difficile, parce que là, le concept de mettre une prothèse en faisant un trou dedans, c'est pas très convaincant. Et alors, est-ce que la pariétalisation, enfin moi quand j'étais petit, on m'avait dit il faut en fait pariétaliser, il faut sous-péritoniser, etc. Et si on veut faire ça avec une prothèse, c'est compliqué, parce qu'il y a toujours un côté où on expose la prothèse avec le viscère ou avec le péritoine. Le fait de pariétaliser, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, dans notre étude, par exemple, il y a eu à peu près 15-17% de prothèses sous-péritonéales qui ont été sous-péritonisées pendant un certain trajet, puis qui a traversé la prothèse et qui est sortie. Donc, ce n'est pas complètement impossible, même si on n'a pas regardé en sous-groupe qu'est-ce qui se passait pour les prothèses qui ont été mises chez les patients qui ont eu une stomie sous-péritonéale. Je pense qu'actuellement, si on regarde la littérature, il n'y a pas d'importants avantages à faire une voie sous-péritonéale. Une fois qu'on a dit ça, il faut bien trouver un système pour diminuer quand même ce taux. Et je pense que là, en 2021, moi, si je dois faire demain une stomie terminale, je vais sous-péritoniser la stomie, parce que je n'ai que ce moyen, même si la littérature, mais vous savez ce que c'est aussi que la littérature, hein, me dit que ça n'a pas beaucoup d'avantages. Il y a eu une seule étude randomisée bien menée qui a comparé les 2 voies. Tout le reste, c'est des études rétrospectives. Donc, pourquoi pas refaire une étude, mais ça a été fait, hein, sous-péritonéal versus pas sous-péritonéal. Voilà, je suis un peu dubitatif malgré tout. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, merci pour ça. C'est vraiment un problème très difficile qui n'est pas résolu et qui, comme vous l'avez dit, impacte la qualité de vie des patients. Et quand on résolvera ce problème, ça sera vraiment un grand changement. Merci beaucoup, Michel Prudhomme. Merci beaucoup à tous. Nous avons eu une très belle séance avec les best-of de votre congrès. Gérard Benoît, pardonne-moi, je ne te voyais pas là-haut dans le coin. Allume ton micro, à droite, en bas. Le micro. Le micro. Gérard, allume le micro. Oui, il est parti. Bonjour. Tu m'entends? Oui. Les dérivations des urines type Bricker posent aussi des problèmes d'éventration. Y a-t-il, dans votre expérience, des éléments différents qui conduisent à des attitudes thérapeutiques différentes dans les éventrations post-Bricker? Alors, pour la prévention… Bricker, c'est sur les dérivations des urines. Oui. Mais pour la prévention d'une éventration péristomiale sur un Bricker, il n'y a pas d'études, et je ne pense pas que ça soit recommandable, parce que le taux d'éventration autour d'un Bricker est nettement plus faible que pour une terminale. Mais pour le traitement d'une éventration péristomiale sur un Bricker,
c'est la mise en place d'une prothèse intrapéritonéale qu'on décrit selon la technique de Sugar-Baker, qui permet de plaquer, alors c'est difficile à faire, hein, de plaquer, de péritoniser, si on peut dire, de mettre cette prothèse contre la paroi abdominale, plaquant un peu l'anse intestinale à la paroi. Pourquoi vous n'utilisez pas cette technique pour les colostomies alors? Alors, Au lieu de faire un trajet uniquement sous-péritonéal, on fait un trajet sous-péritonéal et sous-prothétique. Alors ça a été déjà… Ouvrir la prothèse. La technique que vous décrivez, J'avais fait. il y a deux choses. Il y a soit la technique dite de Sugar-Baker, c'est la technique des traitements des éventrations péristomiales. Pourquoi ne pas la faire quand on fait une prévention? C'est mettre une prothèse intrapéritonéale. Vous me dites, on pourrait mettre la prothèse, certes, sous-péritonéale et repéritoniser par-dessus. C'est quand même extrêmement complexe, hein. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Michel Prudhomme. Donc, je remercie à nouveau tous les participants. Guillaume. Bonjour, vraiment j'en profite, mais comme ça, est-ce que vous avez des projets autour de la prothèse, notamment des prothèses pré-perforées, avec un renfort qui permettrait de conserver une bonne tenue du matériel plutôt que de le perforer, de l'altérer? Oui. Oui, on a des idées de prothèses, des prothèses 3D avec une forme un peu accompagnant, refaire ce trajet en chicane et accompagnant un peu la colostomie dans son trajet pariétal. À la fois en la plaquant contre la paroi et en même temps l'amenant dans son trajet péritonéal. Une forme un petit peu de, je ne veux pas trop divulguer des idées, mais un peu de haute forme. Le chapeau haute forme. Alors, on a remarqué que votre PHRC a été démarré en 2011. On est content d'avoir les résultats en 2021. Oui, moi aussi. L'Académie est très préoccupée par cette situation et donc on voulait vous dire que l'Académie s'est saisie de cette affaire. Il est impossible que les innovations chirurgicales et également de matériel mettent tant de temps à être validées en France. Donc nous avons des réunions avec la CNAM, nous avons prévu avec la DGOS, nous avons prévu d'en avoir avec l'HAS pour que cette situation ne perdure pas. J'ajoute qu'en 2019, le nombre de PHRC en France consacrés à la chirurgie était de 1,9%. Et quand on voit que le nombre de PHRC acceptés, c'est seulement un quart des PHRC demandés, voilà. Donc on voulait juste souligner ce point, parce que ça a représenté pour vous beaucoup de travail, on en est tout à fait conscient, mais il est clair qu'on ne peut pas se satisfaire de ce type de situation pour pouvoir évaluer des innovations au rythme où ça va. On voulait vous le dire. Okay, merci. Merci beaucoup, Hubert. Donc, je conclus à nouveau. Merci à tous. Merci à notre organisateur, Stéphane Berda. Merci à notre coordinateur, Jérémy Lefebvre, qui tous les deux sont pris par leurs activités. Merci à tous les intervenants. Merci à ceux qui ont pris la peine d'assister à la réunion et de poser des questions. À la semaine prochaine.